Jeannette Bougrade, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste de formation, vous avez été ministre au gouvernement Fillon. À la suite de la tragédie de Charlie Hebdo, vous avez fait l'objet d'une forte campagne de médiatisation et vous avez même été menacé de mort. Depuis, vous avez décidé de vous exiler en Finlande, d'où le titre de votre livre, Lettres d'exil, la barbarie et nous, aux éditions du Cerf. Alors, cette barbarie, Jeannette Bougrade, vous la nommez islam. Vous n'avez cessé de répéter qu'il n'existe pas d'islam light et que le Coran incite à tuer et n'admet pas l'égalité homme-femme. Vous êtes un peu dur, non ? Ça fait plus de... depuis 2001, 2002, depuis que j'ai été au Conseil d'intégration, oui, et que je dénonce, comme beaucoup d'ailleurs, la nécessité de la sécularisation. En réalité, de faire ce qu'a fait la France avec le catholicisme, avec le protestantisme ou le judaïsme, c'est-à-dire de séparer le temporel et le spirituel. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on demande quelque chose de totalement différent à l'islam et que ce qu'on a exigé au catholicisme, on refuse de le demander à l'islam. L'islam induit une inégalité entre hommes et femmes. C'est inscrit. Voilà. Donc, alors, on y reviendra, mais donc, même si on est dans une société sécularisée, l'islam, vous dites vous-même, il est inhérent donc au Coran, il y a une certaine forme de violence. Alors c'est étonnant parce que par ailleurs, je crois que c'est page 17, j'en suis même sûre, vous dites que vous êtes une femme française, arabe et musulmane. Donc enfin, il n'y a pas un paradoxe entre le fait que l'islam light n'existe pas et en même temps, vous vous revendiquez Je me revendique en fait ici de cette culture parce que mes parents sont nés en Algérie. Il y a un certain nombre de choses, de rituels qui étaient dans mon enfance. J'ai été éduquée comme les gens sont de culture catholique. Moi, j'ai grandi dans une double culture et c'est ainsi. Mais ce que je dis sur l'incompatibilité de la modernité de l'islam, d'autres personnes d'arabo-musulmanes le disent. Oui. C'est-à-dire que je cite par exemple le philosophe libanais Ali Harb qui vit au Liban, qui est considéré comme le Derrida de la pensée arabe. Ce qu'il dit, dont certains articles ont été repris par Courrier International, donc les gens peuvent le lire en français, c'est incompatible. Moi, je ne cherche pas à trouver un islam des Lumières désespérément, je cherche à faire en sorte que les lois de la République, que le principe d'égalité ne soit pas négociable. Et ça, je pense que c'est important, car on se fourvoie de manière générale à dire... On va trouver il y a un islam de la paix, il y a un islam des Lumières, ce n'est pas le sujet. On y reviendra sur cette sécularisation de la société. Alors, parmi cet islam donc très rigoriste, vous en attribuez la paternité à l'Arabie saoudite, qui, selon vous, a dépensé ces dernières années 100 milliards pour exporter ce wahhabisme. C'est pas selon moi, c'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont publiés, y compris les Américains, y compris Hillary Clinton, y compris l'ancien secrétaire d'État, tous ont reconnu le rôle que pouvait avoir, le rôle ambigu de leurs partenaires dans l'émergence. Parallèlement, justement, vous dénoncez un peu cet Occident qui n'a pas voulu voir les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et si on parle de la France, est-ce qu'il faut carrément arrêter les relations diplomatiques ? Je pense que l'objet même de la diplomatie, c'est de jamais arrêter de discuter avec les États. Mais par contre, d'être ferme sur les principes, ça, on peut le faire. Moi, je ne vois pas pourquoi, quand il y a eu le roi d'Arabie Saoudite dans le sud de la France et qu'on a exigé que des femmes policières soient exclues, comment on peut l'accepter ? Donc il y a des choses qui sont inacceptables. De se positionner sur un certain nombre de sujets, on peut le faire. Ça. Moi, j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais je pense que si on n'est pas ferme sur ces principes, de toute façon, on aura à connaître d'autres attentats et aucun pays ne sera épargné. Donc soit on accepte de se dire on doit être fort sur ces principes, qu'on n'a pas de questions électoralistes ou clientélistes ou je ne sais trop quoi, mais il en va en tout cas de la survie et la sûreté de nos compatriotes. C'est pas du tout quelque chose. Alors justement par rapport aux principes, si on se concentre sur la France, vous êtes très sévère, enfin vous dénoncez l'aveuglement, la complaisance, voire la complicité avec l'islam. Et
Et là, vous vous incriminez les politiques, l'éducation nationale, les juges, les intellectuels. L'éducation nationale, c'est pas le cas parce que je serais pas là où je suis si j'avais pas eu l'école. Donc, et je pense que le nouveau ministre de l'Éducation prend les choses très au sérieux, Jean-Michel Blanquer, et qu'on ne peut pas accepter que des gamins n'aillent pas à l'école, ne respectent pas l'obligation scolaire et aillent à la mosquée. Donc de toute façon, voilà, pour moi les choses sont claires. Mais je pense aussi de manière générale, moi je vis en Finlande, ma fille, on lui enseigne le Kalevala. Enfin, donc elle connaît la légende de la princesse, c'est une princesse de Aino. Ma fille, dont la mère est une femme française d'origine arabe, mes parents sont filles de Harki. Ma fille qui vient du Laos, on lui explique le Kalevala à l'école, on ne se dit pas, mon Dieu, on ne va pas respecter son identité, son histoire personnelle. Parce que le Kalevala, cette histoire fait partie de la construction d'une nation, de la Finlande. Et aujourd'hui, on a eu toutes les difficultés du monde à dire les choses de peur de blesser telle ou telle chose. Moi, je pense qu'il n'y a aucun problème à enseigner certaines choses à l'école, mais on se censure. Mais donc, parce que vous dites que vous n'en seriez pas là aujourd'hui sans l'école française, mais dans votre livre, vous dites vous-même à un moment, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire le même parcours. Oui, c'est vrai. Donc, vous parlez bien de cette dégradation. Il y a une dégradation parce que quand on sait que, alors évidemment, ce film date un peu, La journée de la jupe, ou quand des gamines ne peuvent pas s'habiller correctement parce que elles peuvent pas se mettre en jupe parce qu'on les traite de traîner. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand vous avez le livre de ce proviseur qui explique qu'il a refusé de prendre un élève de confession israélite parce qu'il savait pertinemment qu'il a été agressé dans un établissement. Quelle est cette République qui accepte que ses enfants soient maltraités dans le sacro-saint temple qu'est l'école? C'est inacceptable. Alors là, donc on parle de l'éducation nationale, mais vous parlez aussi des magistrats. Je ne parle pas des magistrats, je parle du syndicat de la magistrature, c'est deux choses différentes. Exact. Et différentes. Et ce que je dis, c'est que moi, je pense qu'état des situations exceptionnelles, mesures exceptionnelles, je suis constitutionnaliste, j'ai fait ma thèse sur la 4e République, les travaux de la Résistance, et que si le général de Gaulle a introduit un certain nombre de dispositions, notamment dans la Constitution, c'est qu'il avait gardé en mémoire, 40, il savait pertinemment, il a connu le terrorisme avec le FLN et l'OAS. Donc la France a connu des périodes de terrorisme. Donc ce n'est pas une nouveauté, hélas, pour la France. Et donc là, vous trouvez que le syndicat de la magistrature pousse dans... Moi, je pense que quand une décision du Conseil constitutionnel a été rendue, elle doit être respectée. Voilà. Et quand le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la prolongation de l'état d'urgence, il n'appartient pas à un syndicat de contester une décision qui est rendue par la juridiction suprême qui ne permet pas de contester. C'est pas acceptable. Et de même, je le dis, c'est que comment se fait-il que l'assassin du père Hamel avait un bracelet électronique et n'était pas en détention? Voilà, c'est pas... Ce que je dis, c'est est-ce qu'on sait suffisamment apprécier le risque de certains individus? Parce que vraisemblablement, la crainte, c'était plutôt qu'il aille quitter la France, mais le problème, c'est qu'il n'a pas quitté la France, il est allé assassiner un homme de 86 ans, voilà, et avec un bracelet électronique. Donc je m'interroge. Alors revenons à l'idéal républicain qui, selon vous, a été trahi. Donc vous nous dites que le retour à cet idéal passe par le respect de la laïcité et évidemment l'égalité homme-femme. Alors comment on y parvient lorsque vous avez une étude de l'Institut Montaigne il y a quelques mois qui explique que les musulmans de France, une bonne partie font passer la loi, la charia devant les lois de la République. Comment on revient à ce respect de la laïcité et de l'égalité homme-femme ? Mais le vrai sujet, c'est que des gens essayent, en tout cas, d'avoir des droits spécifiques ou c'est de bonne guerre. La seule chose, c'est qu'on est faible. C'est-à-dire qu'on n'est pas, à chaque fois, on cède. C'est-à-dire qu'on le voit, par exemple, dans les services hospitaliers, hélas. Alors, on voit des revendications. Un médecin homme Pas question. Alors là, le service public, il n'est pas question qu'on revienne sur la question de la mixité. Il n'est pas acceptable non plus que des enseignants ne puissent pas enseigner la Shoah, ne puissent pas enseigner l'histoire sans se faire agresser. Enfin, il y a des sujets comme ça, c'est tolérance zéro, je suis désolée. Et à partir du moment où on commence à introduire du différentialisme, c'est là où le verre est dans le fruit, donc c'est plus acceptable. Mais ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est qu'il y a des choses à faire. Les premières des choses, c'est des mesures de sécurité, parce que
Et là, il y aura d'autres attentats, parce que c'est pas parce qu'on lutte contre, et il faut lutter contre Daesh en Syrie et en Irak, mais il faut comprendre une chose, que même indépendamment de la question des migrants, une partie des jeunes Français, convertis parfois, hein, donc, et je cite une enquête notamment sur la filière en Bretagne, vous avez des jeunes qui sont pourtant pas de culture musulmane ou arabe, qui adhèrent. Il faut comprendre que ce discours de la radicalisme, il y a une telle attraction, que vous avez des gamins qui peuvent être en Indonésie ou à Londres, qui vont dans ces pays-là et qui exécutent. Vous avez des enfants. Et on se souvient très bien de ce jeune garçon qui avait 13 ans, qui était dans l'entourage de Meyrin et qui est allé, il y a eu cette vidéo où il exécute et que c'est ses camarades à Toulouse qui ont reconnu. Je me suis dit, mais comment des gamins de 12 ans ont accès à Internet, ont accès à de telles vidéos ? Alors, vous avez parlé des migrants, qui est une vaste question. Justement, ils arrivent avec leur bagage culturel et ils n'adhèrent pas spécifiquement donc, aux valeurs de la laïcité et à l'égalité homme-femme. Qu'est-ce qu'on doit faire à leur égard? Leur faire signer un contrat? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, il y a plusieurs choses qui me surprennent. C'est où sont les femmes? C'est-à-dire que la plupart du temps, moi je suis très surprise, c'est qu'on ne voit pas de femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a que des hommes, en fait. Je me dis, mais où sont-elles? Elles sont restées là-bas. Et dans le livre, je cite une enquête du New York Times qui est allée, en fait, dans un foyer en Allemagne, interroger, en fait, c'est une famille de migrants, et qui expliquait le calvaire des femmes. Et ce qui me surprend énormément, c'est que ces femmes-là, le mari l'avait donnée au passeur, en fait, pour payer, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer. Et ensuite, il a voulu la tuer parce qu'elle a porté honte, honneur, atteinte à son honneur, alors que lui-même, il a donné sa propre femme à être violée à un passeur. Ce qui me surprend, c'est que le mari a obtenu l'asile en Allemagne, alors qu'il essaye de tuer sa femme en Allemagne. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, comment se fait-il qu'une victime soit traitée sur le même plan d'égalité, sur le même plan qu'un bourreau? Alors, on va essayer de terminer sur une note optimiste, mais vous nous dites à propos de la radicalisation des jeunes, de toute manière, le pire est devant nous. Alors, laissez-nous un petit peu espérer. Bien sûr qu'il y a de l'espoir, parce qu'en réalité, en tout cas ces 2 années, parce que j'ai choisi d'aller en Finlande, c'est-à-dire ce que j'ai eu l'impression qu'on m'imposait, c'est de quitter la France. Et que je devais quitter la France parce que le chagrin, la violence, les attaques ont été telles, et j'ai perdu ma mère juste après, qui est partie dans des conditions terribles. Donc pour moi, ce n'était que souffrance et qu'il fallait partir. Mais j'ai choisi de partir en Finlande. C'est moi qui ai choisi d'aller dans ce pays qui place l'éducation au cœur de son pacte social, qui est un pays patriote, parce qu'en Finlande, on pavoise plus de 200 jours par an, on hisse le drapeau pour des poètes. Et depuis les attentats en France, on voit pas mal le drapeau maintenant. Ah oui, mais là, en Finlande, c'est une autre. On fait son service militaire, et les filles, même si elles ne sont pas obligées de le faire, font leur service militaire. Et on s'attache à ces valeurs-là. Et donc c'est pour ça, et on se lève quand le professeur rentre, quand un adulte rentre dans une classe, donc c'est pas du tout ce que l'on croit. Donc alors pour espérer, il faut un retour au patriotisme, c'est ça? Je pense qu'il faut soutenir ces femmes iraniennes qui décident tous les mercredis d'enlever leur voile ou de porter un voile. Il faut soutenir ces femmes qui bravent les interdits en roulant en voiture en Arabie Saoudite. Il faut soutenir des gens comme Kamel Daoud et éviter de publier des tribunes qui l'attaquent, des gens comme Boualem Sansal. Moi je retrouve de l'espoir quand je vois ces femmes et ces hommes qui, en terre d'islam, revendiquent la laïcité, qui revendiquent le droit de manger pendant le ramadan, qui veulent avoir le droit d'être en bikini. Ça paraît peut-être surprenant, mais en France, les femmes revendiquent le burkini la journée du maillot de bain en Algérie, il n'y a pas eu ça? Bikini. Et de même en Tunisie, des jeunes ont voulu dire on veut ne pas avoir à faire, parce que ne pas faire le ramadan dans terre d'islam, c'est la prison. C'est pas, les gens peuvent se penser ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça. Juste pour conclure, je citerai une remarque que vous faites dans votre livre. Donc, vous arrivez à Helsinki avec votre fille, vous allez au parc
Et c'est les premiers jours, et vous tombez sur une maman elle-même voilée. Donc, sa petite fille de 4 ans. C'est-à-dire que sa petite fille de 4 ans qui est voilée. Donc même là-bas... Mais même aucun pays n'échappe. C'est-à-dire que d'une part, il y a la question de l'intégration, parce qu'il y a eu des vagues de migrants en Finlande avec les Somaliens. Et ensuite, de manière générale, c'est-à-dire qu'il y a aussi des convertis. Il y a des jeunes filles finlandaises qui font le djihad amoureux, qui partent en Syrie et en Irak, qui rencontrent quelqu'un sur Internet, qui se marient sur Internet et qui vont aller... Mais je me dis, mais dans quel monde vit-on? Enfin, c'est pas... Et donc, mais j'aime le pays où je vis, et j'en suis reconnaissante parce que je suis dans ce pays de Kaurismäki, de Passolina. Et c'est un privilège de pouvoir vivre en Finlande et d'être française en Finlande. C'est un privilège. Bah écoutez, Jeannette Bougrad, merci. Et donc, on recommande votre livre. Merci beaucoup. Vous faites preuve de courage. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.